On sent bien qu'il y a une crise de la domination qui fait que les pouvoirs de la classe dominante ont tendance, même si eux sont internationalisés, même si eux sont sans frontières, même si eux sont dans les paradis fiscaux, même si eux se voyagent dans leurs avions privés et ainsi de suite, qu'est-ce qu'ils vendent au peuple? C'est ce repli. Ce repli alors que nous sommes interdépendants, alors que nos problèmes sont totalement imbriqués les uns aux autres. Alors, qu'est-ce que c'est que l'internationalisme? C'est cette idée de penser qu'on ne peut pas lutter pour ses droits ici de manière entière et accomplie si en même temps on est complice de l'oppression d'autres. Nous savons tous que la richesse de notre pays, par exemple, elle a été faite par d'abord l'esclavage, d'abord la traite négrière, l'accumulation primitive a été très importante dans le commerce triangulaire. Elle a créé cet échange inégal qui a permis un très grand retour sur investissement qui s'est traduit par l'enrichissement de la bourgeoisie française qui après bascule dans les idéaux révolutionnaires. Mais elle trébuche quand on parle des droits de la société des Amis des Noirs, la fin de l'esclavage. On voit des grandes figures de 1789 qui venaient de ma ville natale, Nantes, mais quand on dit quand même l'esclavage, ils disent ah ben là c'est mes intérêts, hein, c'est mes intérêts. Faut rappeler que Haïti, qui va Saint-Domingue, c'était comme je sais pas en termes de richesse, d'importance dans le commerce extérieur de la France. C'est comme quand vous parlez aujourd'hui, je sais pas, de Shanghai, de Hong Kong, de Singapour. C'était un lieu ça turbinait en termes de rapport sur investissement. C'était un immense chaudron. Quand il y a la révolte de Toussaint Louverture et de ses amis, la majorité de la population de Saint-Domingue n'est pas née à Saint-Domingue. Ça dit combien les bateaux négriers arrivaient à plein, etc. Alors je pourrais continuer. Quand on visite Paris, moi ça me fascine toujours. Je regarde les immeubles de Paris et leur date de construction. Je vois 1880, 1900, 1910. On est au cœur de la plus grande France. On est au cœur, où on se dit la très grande France, qui va avoir 100 millions d'habitants à l'époque, parce qu'elle est, voilà, le soleil ne se couche jamais, on est en Indochine, on est au Maghreb, on est en Afrique, on a des comptoirs aussi, des îles, des pays sur le continent américain, etc. Donc, tout ça était au cœur. La question coloniale a été une question essentielle pour que le mouvement ouvrier prennent conscience de la question de l'autre, de ses solidarités, parce que évidemment qu'un ouvrier français profitait aussi de cet échange inégal. Si le patron pouvait le payer plus, c'est aussi parce qu'il y avait tout cela. Donc l'internationalisme, c'est un déplacement pas seulement physique, c'est un déplacement dans la tête, intellectuel, comprendre l'imbrication des choses, raisonner avec le monde. Et c'est vrai que citer cette phrase de Frantz Fanon. Je vous rappelle l'itinéraire de Frantz Fanon. Il ment sur son âge pour rejoindre la France libre depuis mon pays d'enfance, la Martinique. Il arrive par le Maghreb. Il fait tous les combats. Il remonte par l'Italie. C'est un vrai combattant de la France libre. Mais il découvre en même temps, comme vous le savez, la majorité des troupes de la France libre, c'était les troupes coloniales. Le monde est venu à notre secours, comme dans les maquis, il y avait les Espagnols. Je cite toujours le cas de la Nueve, premier libérateur de Paris, la Nueve. Un jour avant la date officielle, Leclerc, puisque De Gaulle voulait absolument que ce soit les unités de la France libre qui libèrent Paris, eh bien, ils envoient quoi? Les meilleurs combattants. C'était ceux qui se battaient depuis 1936. Et c'était pour la plupart des libertaires espagnols. La Nueve, ils parlaient en espagnol entre eux, et c'est eux qui ont été les premiers à occuper. Voilà, le monde nous a sauvés. L'internationalisme, c'est pas qu'une vision de l'esprit, c'est aussi ce lien au monde, parler au monde, et comment le monde, du coup, nous aide et nous permet de nous élever. Et alors, je continue sur Frantz Fanon parce que il voit quand même au cœur de cette France libre qu'il y a encore cette hiérarchie. Et on le sait très bien que la France va louper le rendez-vous après la guerre. Elle s'est battue contre le fascisme, contre le nazisme, au nom d'idéaux. La France libre et la résistance, au nom d'idéaux d'égalité, des droits. Et puis patatras, Sétif, Guelma. Ah non, c'est pas pour vous. Il y a toujours
des droits différents, des votes différents, des collèges indigènes, c'est pas pour vous. Ah ben non. Ah, l'Indochine, ah ben non, c'est pas pour vous. Impasse, Dien Bien Phu. Et Mendes France arrive à sortir avec honneur de tout cela. Et puis après, la perdition de l'Algérie, de l'entêtement français par rapport à des peuples qui reprennent les idéaux et qui du coup va radicaliser le camp indépendantiste, évidemment. Parce qu'à partir du moment où il y a une violence extrême, eh bien elle donne la main à la violence extrême de l'autre. Toute l'histoire algérienne le sait, les principaux leaders initiaux de la guerre d'indépendance vont être mis de côté ou assassinés comme Aban Ramdan par les siens. Alors qu'il y avait toute cette possibilité de tendre la main. Alors je dis ça parce que Fanon, lui, va du coup faire le chemin jusqu'au bout de cet espoir déçu. Il va aller et suivre le combat pour l'indépendance et ça va donner les damnés de la terre. Je voulais dire une autre chose dans le déplacement. On n'a pas parlé finalement de Baudin encore. Bon. Bah, donc c'est lui qui est sur ces barricades. Donc ouais. Et en arrière-plan, on voit les locaux de Mediapart d'aujourd'hui. Pas exactement, mais bref, dans le 12e arrondissement. Donc j'imagine que le fait de mettre Baudin, donc Alphonse Baudin, médecin des pauvres, représentant du peuple en 1849, c'est une manière pour vous de combattre implicitement le bonapartisme, le césarisme qui fait son retour en trône aujourd'hui. Oui, mais pas seulement. Je vais pas raconter son histoire. Bon, c'est simple. Hein. Baudin, dès qu'on a créé Mediapart, on l'a pris un peu comme un petit fantôme qui nous accompagne. Baudin est mort sur la dernière barricade du 3 décembre 1851 de résistance à ce coup d'État symbolisant le bonapartisme, le césarisme, notre présidentialiste aujourd'hui. Tous ces gens qui nous disent « confiez-moi tout le pouvoir et je vais peut-être vous le rendre ». Non, il faut réfléchir. Hein. Il faut d'abord s'occuper de nous-mêmes et les mécanismes de contrôle, les procédures, les engagements concrets. Hein, ce n'est pas une seule personne qui peut, quelle qu'elle soit et quelles que soient ses intentions, qui peut nous sauver. Sauvons-nous nous-mêmes, producteurs, sauvons-nous nous-mêmes. Et donc Baudin, il est député, il est à la gauche de l'Assemblée, c'est un médecin des pauvres. Enfin, il a une clientèle pour vivre à l'intérieur de Paris, mais tous les jours, il va marcher, et il va faire le médecin du peuple. Voilà, et il a 40 ans et il est là. Et puis, le peuple est plus au rendez-vous. Un peu comme aujourd'hui, avec une partie du personnel politique qui se réclame de la gauche. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu trop de déceptions. Il y a eu les terribles journées de juin 48. Il y a eu une république avec de sacrés conservateurs qui n'étaient pas... Donc, il est là avec son écharpe tricolore et il y a des gens, alors, les versions divergent. Est-ce que c'était des provocateurs ? Est-ce que c'était vraiment le peuple ? Qui le traite, je ne sais plus, à chaque fois je me trompe, c'est 20 francs ou 40 francs par voilà, le salaire d'un parlementaire, et qui disent, ah, voilà, il le moque sur sa rémunération. Bon. Et là, Baudin, dans un geste totalement courageux, mais totalement inutile, monte sur la barricade et dit, vous allez voir comment on meurt pour 40 francs. Immédiatement, une balle part, il meurt. Et là, toujours le déplacement, ça. Victor Schœlcher, l'homme de l'abolition de l'esclavage, est dans la rue du Faubourg Saint-Antoine. Il voit la scène. Il va la raconter à Victor Hugo, qui Victor Hugo va utiliser ça dans Histoire d'un crime. Et ensuite, Napoléon le Petit est l'homme qui va s'exiler 19 ans et qui dira « Je ne rentrerai que quand la liberté reviendra », sera à nouveau chez elle. Et donc, il va devenir cette mort inutile qui n'a rien empêché d'un homme qui est sur les principes, qui ne calcule pas, va devenir un symbole. Fin du Second Empire, avant la Commune de Paris, les dernières années, il y a une petite phase d'empire libéral. Avant, le droit de réunion était interdit, la presse d'opposition était interdite, les syndicats, n'en parlons pas, ça n'existait pas. Et donc là, il y a un petit moment, et il y a du coup la possibilité de faire un peu des journaux un peu critiques. Et du coup, un républicain, Charles de l'Escluse, fait un journal qui s'appelle Le Réveil. Et pour faire des réunions qui passent, il va dire on va faire le monument à Baudin, l'homme qui a dit non au pouvoir personnel. Donc on se réunit, on fait des banquets, des ripailles, on prend de l'argent pour faire ce monument à Baudin. Après la guerre franco-prussienne, la Commune de Paris, le massacre du peuple ouvrier parisien, de l'Escluse, lui-même leader de la Commune, meurt sur une des dernières barricades de la Commune de Paris, mais l'histoire continuera.
Et l'un des premiers gestes de la République, une fois qu'elle est chez elle, elle fait les grandes lois scolaires, les grandes lois sur la liberté de la presse, eh bien on va faire le monument à Bodin. Et cette statue existait, et elle fait quoi? Elle fait rentrer Bodin, cet inconnu, au Panthéon. Il est au Panthéon, Bodin. Et cette statue va disparaître, comme beaucoup de statues symboliques, au prétexte de faire des armes, mais en fait sous Vichy et pendant l'occupation nazie. Alors il se trouve que cet endroit est au carrefour de la rue du Faubourg Saint-Antoine et de la rue Crozatier. La station de vélo collectif, les Vélib, est juste là. Donc tous les matins, moi, je gare mon Vélib là et je fais bonjour à Bodin. Et je vais au passage Brulon, là où sont les locaux de Mediapart. Alors, pourquoi j'ai pris cette histoire souvent comme une histoire symbolique? Et je l'ai même dit souvent. Je ne pense pas qu'il faut que tous on aille inutilement mourir sur des barricades. Hein. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Et j'emploie beaucoup cette formule et je voudrais vraiment qu'on réfléchisse ensemble à ça. Je pense, et je le dis dans ce livre, qu'il y a de la spiritualité dans l'engagement. Nous sommes une société majoritairement aujourd'hui non-croyante ou mécréante. La plupart d'entre nous n'allons pas dans des lieux de culte, ou autrement, nous avons des relations culturelles avec nos histoires initiales qui font qu'il y a ou des baptêmes, ou des enterrements, ou des cérémonies, c'est comme quelque chose de culturel. Et du coup, nous sommes au risque de perdre justement une dimension qui nous élève, et que les religions peuvent avoir. Elles peuvent être des idéologies conservatrices, rétrograde, il peut y avoir dans les religions des façons de faire comme celle-là. Mais écrivant ce livre dans une maison d'édition qui est issue du catholicisme social, le mouvement, le déplacement, la jeunesse ouvrière chrétienne, les prêtres ouvriers, l'abbé Pierre, d'autres qui bougent, qui se remettent en cause, qui ne restent pas dans le conservatisme. D'ailleurs, Benjamin insiste bien sûr, et lui, il le fait du côté d'une inspiration qui a à voir avec le judaïsme et avec la spiritualité juive. Eh bien, je pense, comme le disait Péguy, il y a Charles Péguy, qui était un libertaire chrétien, il y a un monde moderne qui est le monde de ceux qui ne croient plus à rien, qui ne croient qu'à la victoire. Est-ce que j'occupe une place? Est-ce que je m'enrichis? Est-ce que je garde le pouvoir? Ce monde, disait-il, qui fait le malin, ce monde qui nous regarde de haut, ce monde, disait-il, qui ne croit plus à rien, même pas à l'athéisme. Et donc je dis ça parce que je pense que nous devons, et notamment vis-à-vis de notre jeunesse, la jeunesse, elle a besoin d'idéal. C'est le moment où, quand on est jeune, on est prêt à risquer. On n'est pas encombré, on n'a pas plein de bagages, on n'a pas plein de descendance, on n'a pas de biens. C'est un moment où, étant prêt à risquer, si les idéaux de l'émancipation sont dans cette froideur du pouvoir, des carrières, de la réussite, et non pas cet élément d'élévation, cet élément d'au-delà de soi-même. Les croyants pensent qu'il y a un au-delà, mais moi je pense qu'il y a dans l'engagement un au-delà de soi-même. S'élever, aller au-delà, aller vers des autres, aller vers des causes qui ne nous seraient pas naturelles, aller vers des gens qui sont en souffrance et qui ne sont pas de notre univers, aller au-delà de soi-même. Et cette dimension est très essentielle, car comment combattre le fait que, y compris une petite minorité de notre jeunesse, puisse être séduite par ce qu'elle croit être des idéaux d'élévation, alors que ce sont des idéaux de perdition, qui sont ceux d'une idéologie totalitaire et qui en font des assassins. Des jeunes dont c'est établi, ils ne sont en rien croyants, ils n'ont aucune culture religieuse, mais à force de se cogner à des murs, à des parois, à des incapacités, à des impossibilités, quand on fait leur biographie de tous ceux qui ont été les acteurs des attentats, on voit cette quête comme, voilà, ils cherchent quelque chose. Et finalement, ils ne trouveront que ça. Dire ça, ce n'est pas les excuser. C'est au contraire comprendre ce qui nous manque. Ce qui nous manque, c'est-à-dire cet au-delà de nous-mêmes. Et pour moi, cet au-delà de nous-mêmes, c'est retrouver
la fraîcheur originelle, en enjambant ce que le XXe siècle a eu de chagrin politique, d'impasse politique. Nous le savons, nous l'avons assez revisité, ces chagrins politiques. Eh bien, nous devons retrouver cette fraîcheur originelle qui s'enracine dans le XIXe siècle, pour moi, de ces combats de l'égalité, de cet idéal de la République démocratique et sociale. C'est vrai que cette fraîcheur originelle, et on va terminer sur ça, sur les questions, elle est difficile à trouver. C'est vrai qu'on assiste depuis quelques années à une véritable offensive idéologique de la part des forces réactionnaires qui sont bien décidées, on le voit avec certains candidats à l'élection présidentielle, à imposer ce qu'ils appellent leur roman national, en falsifiant l'histoire volontiers, en faisant l'éloge des vainqueurs. Bon, ils l'ont toujours fait. Et certains allant même jusqu'à faire l'apologie de l'Ancien Régime, par exemple. Et en quoi, aujourd'hui, par exemple, Walter Benjamin, qui appelle à faire voler en éclats, qui dit les continuités historiques, nous aide-t-il dans un monde qui paraît tellement incertain et désorienté, à lutter contre tous ces idéologues qui ont ni plus ni moins que décrété la fin de l'histoire? Ils ont décrété la fin de l'histoire, mais ils sont confrontés, et d'où leur panique, et d'où leur course à la catastrophe. La fin de l'histoire, c'est cette expression de Fukuyama, après la fin de l'Union soviétique, après la fin de cet équilibre forcé, de cette tension, cette idée, ça y est, bon voilà, on a gagné, et il n'y a plus d'histoire écrite. Ce que va théoriser François Furet en disant « on ne peut plus penser une autre société ». There is no alternative. Il n'y a pas d'alternative. Mrs. Tina, comme on dit dans les débats en Grande-Bretagne. Depuis, le monde se venge. Si on lui dit il n'y a pas d'alternative, c'est comme la nature. Hein. Il se venge. Et nous voyons bien. Nous avons tous les dégâts de leur inconscience, de leur incompétence, de leur course à... Ils nous ont remis ces 30 dernières années dans un monde qui est très dangereux, puisque c'est un monde qui ressemble beaucoup, par certains aspects, au monde de l'avant-Première Guerre mondiale. Thomas Piketty l'a montré sur les inégalités dans le monde. On retrouve ce fossé qui était celui de la Belle Époque, c'est-à-dire une toute petite minorité qui s'accapare la richesse du monde. Une ONG, Oxfam, le documente. C'est un monde qui court à la guerre. C'est un monde, dans un monde où il y a une telle inégalité, une telle disproportion, eh bien, il y a cette course-là, forcément. Cette course, y compris cette façon de faire l'éloge de la violence brute comme solution au problème, de bannir la politique comme réflexion, comme tâtonnement. Donald Trump, il faut que nous regardions ça en face. C'est pour moi, réellement, aujourd'hui, dans les conditions d'aujourd'hui, dans des conditions nouvelles, c'est pour moi une personnalité qui a une pédagogie politique fasciste. Quand il a fait son discours vendredi dernier, America First, ça n'a pas été assez souligné, ça aurait pu être le discours de n'importe quelle force de violence contre la société, contre les libertés, car America First, c'est un souvenir historique précis aux États-Unis. L'America First Committee, c'était les non-interventionnistes des années 30 qui avaient de la sympathie pour le régime hitlérien, qui étaient soutenus par le Ku Klux Klan et qui étaient antisémites, avec comme figure l'aviateur Charles Lindbergh. Et le Roosevelt, comme moment de la gauche démocrate américaine, comme rassemblement de la gauche, a été ceux qui ont résisté, qui ont fait que l'Amérique a eu un autre visage, celui du New Deal et celui de ce moment formidable, et hélas ensuite déçu à nouveau. Et donc il a convoqué ce souvenir, mais il n'a pas fait que ça. Il a fait une campagne qui libère la violence. Quand les gens disent, par exemple, c'est un clown, mais les gens disaient ça en regardant Hitler. Et d'ailleurs, Chaplin le montre très bien dans Le Dictateur. Et puis, il disait ça à Mussolini, et on regarde bien quand on voit les documentaires et comment Mussolini parle. Ce sont des monstruosités politiques, mais ce sont des monstruosités politiques qui libèrent la violence. Quand il parle des femmes, comme il en a parlé, comme il dit, la torture, ça marche. La torture, ça marche. Quand il dit que ce qu'il dit sur les musulmans,
quand il dit ce qu'il dit sur les Mexicains, disant les Mexicains, ce qu'on nous envoie, c'est les violeurs, c'est les... etc. Vous voyez bien l'essentialisation de l'autre. C'est une pédagogie d'une violence inouïe, inouïe. Et donc, nous sommes dans ce moment où, avec le cynisme de l'argent et du pouvoir politique, une domination en crise choisit ces raccourcis, comme le fascisme. N'oubliez jamais que le fascisme, le nazisme, les classes dominantes leur ont fait confiance. Leur ont fait confiance pour mettre de l'ordre, pour qu'il n'y ait plus de grève, pour que ça ne bouge plus, pour que ça ne conteste plus. Ça n'a pas empêché ensuite les sociétés d'être dévorées et d'être détruites par ça. Mais c'est d'abord ça qui s'est passé. J'ai envoyé sur les réseaux sociaux aujourd'hui 2 petites nouvelles. Bernard Arnault, propriétaire du premier quotidien populaire français, Le Parisien, aujourd'hui en France, est propriétaire du premier quotidien économique français, numéro 1 mondial du luxe. Bernard Arnault, aujourd'hui, présentant les résultats et l'explosion des bénéfices à ses actionnaires, a dit combien il était content de sa rencontre avec Donald Trump début janvier, combien la politique économique de Donald Trump était bonne pour ses affaires, et combien il ne fallait pas s'inquiéter parce que les conseillers qu'a nommé Donald Trump, c'est des professionnels. Ah oui, un industriel du pétrole qui a fait beaucoup d'investissements en Russie, mais des gens qui ont les idéologies dont je parle là. Donc, monsieur Bernard Arnault, encore une fois, l'homme de Merci Patron, hein, bon, enfin, le personnage, qui n'est pas présent dans le film, dit ça de Trump. Au même moment, monsieur Bolloré, dont la richesse vient toujours de l'échange inégal, notamment avec l'Afrique, les ports africains contrôlés, des plantations, etc. Monsieur Bolloré, petite nouvelle, quand sont sorties les révélations du Canard enchaîné de mercredi matin, faisant suite à d'autres informations semblables de Mediapart, et Mediapart, je vous annonce qu'il y aura quelques suites bientôt, qu'est-ce qu'ils ont fait sur iTélé, la chaîne d'information continue? Il a racheté donc Canal+ pour casser, hein, pour mettre que le divertissement, hein, voilà, les jeux, le cirque. Hein, il a cassé cet instrument. Et bien iTélé, aux premiers journaux, ils ont fait état du Canard enchaîné. Ils ont reçu un coup de fil direct du patron. Non, on ne parle pas de l'affaire de Madame Juppé. Et tant que Juppé... Pourquoi j'ai dit Fillon, pardon. Vous espérez Juppé, c'est non, ça? Non, c'est parce qu'aujourd'hui, Juppé a dû démentir d'être la roue de secours. Ça sera coupé au montage. Voilà, non, mais il faut rien couper. Les lapsus, les psychanalystes vont travailler là-dessus. Mais donc, je dis, et donc, ils peuvent tuer une information pour leurs intérêts. Donc, comment dire notre situation? Je l'ai dit dans Dire non, dans Dire nous, ce sont des livres un peu manifestes que j'ai fait là-dessus. Il n'y a pas de raccourci. Nous sommes dans une époque où, à un moment, on paye aussi les retards qui ont été pris. Mais en même temps, pour moi, cette époque, je ne la vois pas du tout comme une impasse. Elle nous met à l'épreuve. Mais c'est quoi cette époque? Ce monde que je viens de décrire. Comment dire, ce monde, il court à la catastrophe écologique, à la catastrophe du lien avec la nature, de la survie de l'humanité. Vous savez que certains, entre la grande crise économique qui n'est pas terminée depuis 2008 et la crise écologique, à nouveau, il peut y avoir un bug. Les civilisations sont mortelles, ça leur arrive de tomber. Par la folie, par la démesure des hommes. Ce monde d'appropriation, d'envie, de possession, de consommation est un monde qui nous met en péril. Ils le savent, donc ils ont d'où le fait qu'ils tombent le visage, le masque plutôt sur des civilités démocratiques, d'où cette violence qui s'exprime. Donc ils courent vers ce raccourci pour que les peuples ne se révoltent pas. Ils leur disent « ayez des boucs émissaires, allons faire la guerre, allons, etc. » Mais ce vieux monde, ils font cette course parce qu'ils savent aussi qu'il y a un nouveau monde qui est là. Nous le savons tous. Qu'il y a d'autres idées, d'autres expériences. Nous connaissons la vitalité de nos sociétés. Simplement, et c'est une phrase d'Antonio Gramsci, il y a ce vieux monde qui est en train de mourir, mais qui ne veut pas mourir. Il tarde à mourir, il s'accroche, y compris à ses privilèges, car l'affaire Fillon,
Mediapart avait fait dans l'indifférence générale, mais c'est l'article le plus partagé de toute notre histoire. La révélation en 2014, qu'en 2014, à l'Assemblée nationale, il y avait plus de 50 épouses, une trentaine de fils et une vingtaine de filles qui étaient employées par des députés. Le népotisme parlementaire sur fonds publics, alors que c'est interdit au Parlement européen et que ce n'est pas possible à la Chambre de représentants des États-Unis. Donc, tout d'un coup, l'affaire Fillon met en évidence ça, c'est-à-dire un monde comme de fait, de la même manière qu'il n'y a pas la transparence sur l'usage des enveloppes de frais pour les parlementaires, toutes ces questions que nous avons documentées, qui sont au cœur d'une refondation démocratique. Refondation, révolution, constituante, prenons tous les mots que vous voulez, hein, mais reprenons cette idée qu'il faut revenir à un pouvoir parlementaire autonome, qui ait cette vitalité, qui ait cette transparence, qui ait cette honnêteté, etc. Donc, il y a tous ces idéaux qui sont partagés en profondeur dans le pays, qui ne trouvent pas actuellement une dynamique majoritaire, rassembleuse, unitaire. Donc, un vieux monde qui meurt et qui s'accroche, un nouveau monde qui tarde à naître. Et, comme disait Gramsci, entre les deux, dans cette entre-deux surgissent les phénomènes morbides les plus variés. Ce qu'une traduction poétique traduit en disant surgissent les monstres, surgissent voilà, des monstruosités politiques. Nous sommes dans ce moment-là. Mais dans ce moment-là, et c'est justement la phrase que je voulais vous dire pour terminer, parce que, voilà, moi, chacun fait ce qu'il peut là où il est, et d'abord là où il travaille, voilà, là où nous sommes, quoi. Mais ce que je pense, c'est que nous avons d'abord rendez-vous avec nous-mêmes. Nous avons d'abord rendez-vous avec notre liberté qui est une responsabilité. Et que c'est d'abord cela que nous devons faire. Et je le dis pensant notamment à toute cette jeunesse qui n'aura pas eu les décennies que nous avons eues. Nous avons été... Ces décennies des années 60, 70, 50 étaient des décennies exceptionnelles, rares dans l'histoire de l'humanité, mais elles étaient ce qu'elles étaient dans notre continent. Ce qui est plutôt l'ordinaire partout, c'est d'affronter des défis, d'être mis à l'épreuve. Et c'est là que l'on voit comment on se tient. C'est là que l'on voit comment, encore une fois, on est au rendez-vous de soi-même. Alors, ce qui nous accompagne, et que je cite, et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je vous donne rendez-vous le 22 mars. Nous occupons avec le Métron le grand amphithéâtre de la Sorbonne, un an avant le 50e anniversaire de 68, pour un grand colloque autour de ce voyage, et qui se terminera par un dialogue avec cet historien Patrick Boucheron, qui est maintenant au Collège de France, et qui a trouvé cette phrase que nous devrions connaître tous, puisque c'est un moment des Misérables de Victor Hugo, où quand Victor Hugo, décrivant le peuple ouvrier, le peuple traité en barbare par les bourgeois, n'oubliez pas, le barbare, c'est les quartiers populaires d'aujourd'hui, c'est nos classes populaires venues du Maghreb, venues d'Afrique, avec leur culture, leur histoire, mais ça a toujours été le cas. On barbarise pour oublier la question sociale. On essentialise pour oublier qu'il y a des ouvriers, qu'il y a des prolétaires, etc. Et qu'il y a les classes populaires qui créent la richesse. Et donc, dans ce moment où Victor Hugo, il parle de Gavroche, c'est le titi parisien, c'est celui qui se glisse, qui va voir ce qui se passe, y compris les luttes, les résistances, qui est roublard, qui est malin. Je l'imagine en crieur de journal. Celui comme le logo de Mediapart, les nouvelles, rassemblez-vous, etc. Et c'est à ce moment-là que, je l'ai là, voilà, il dit cela, et c'est une écriture très moderne pour aujourd'hui. Tenter, braver, persister, persévérer, être fidèle à soi-même, prendre corps à corps le destin, étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait. Étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait. Tantôt affronter la puissance injuste, tantôt insulter la victoire Yves, tenir bon, tenir tête. Voilà l'exemple dont les peuples ont besoin et la lumière qui les électrise. Donc voilà, je pense qu'il faut être au rendez-vous de cela par nos actes. Et c'est comme ça que l'histoire n'est pas écrite, que surgiront des événements, que surgiront des soulèvements, que surgiront des sursauts. Il faut être dans cette idée d'une histoire ouverte. Et cette histoire ouverte, cette attente d'une histoire ouverte, elle suppose que
nous soyons au rendez-vous de cet étonnement de la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait. Merci, on va juste... Non, moi, j'avais juste un petit mot pour vous. Juste tout à la fin, vous dites, vous citez Walter Benjamin, vous dites honorer la mémoire des anonymes est une tâche plus ardue qu'honorer celle des gens célèbres. L'idée de construction historique se consacre à cette mémoire des anonymes. Et vous continuez, vous dites je ne sais si j'ai su remplir cette tâche ardue, mais j'ai trouvé bien des joies passionnantes, bien des joies apaisantes. Permettez-moi de vous dire par mon